Bonjour et bienvenue. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce webinaire. J'allais dire podcast parce que je suis host d'un podcast, mais c'est un webinaire aujourd'hui organisé par le COPAX. Et c'est vraiment un véritable privilège pour moi de pouvoir avoir aujourd'hui comme invité, comme présentateur, le révérend Eric Nsenga, avec qui nous allons échanger sur les leçons à tirer par rapport aux élections qui se sont passées de 2020, des élections de 2023 en RDC. Qu'est-ce que nous devons comprendre de ce qui s'est passé? Quelles sont les leçons que nous devons tirer par rapport à l'avenir? Ça a été notre quatrième cycle électoral. Il est loin d'avoir été le cycle électoral le plus transparent et le plus facile que nous ayons eu. C'est un cycle électoral c'est un processus qui a été entaché de beaucoup d'irrégularités, de beaucoup de problèmes. Et donc là, nous avons l'opportunité de recevoir avec nous un des acteurs principaux de ce processus électoral qui a joué un rôle central quand même en termes d'observation avant les élections, pendant les élections et après les élections, qui pourra nous aider à comprendre un peu tout ce qui s'est passé, pouvoir, nous l'espérons, partager son expérience et les enseignements qu'il a tirés dans ce contexte électoral pour nous permettre de tirer les leçons par rapport à l'avenir. Parce que si nous voulons aujourd'hui nous permettre d'avoir des bonnes élections dans l'avenir, nous devons tirer les conséquences et les leçons de ce qui s'est passé, notamment en 2023, pour nous permettre de mieux nous organiser en tant que société civile, en tant que citoyen, et puis aussi en tant qu'acteur politique en réalité. Parce qu'en réalité, c'est ça le véritable défi que nous avons. Le défi de bonnes élections, c'est le défi non seulement de la société civile, non seulement de la société, des simples citoyens, mais aussi des acteurs politiques qui participent activement à ce processus-là. Et Révérend Eric Senga, je vous remercie pour votre participation, pour votre présence à ce webinaire. Je vais présenter très brièvement le Révérend Eric Senga. Je ne vais pas être très, très long dans sa biographie. Je crois que ceux qui participent à ce webinaire le connaissent et l'ont déjà entendu sur les différents médias internationaux comme nationaux intervenir sur les sujets, sur les questions électorales. Alors, le révérend Ring Senga est porte-parole et secrétaire général de l'ECC en charge de la commission Justice et Paix et sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo. Il est aussi coordonnateur national du consortium de la société civile pour la promotion de la justice traditionnelle en RDC. Mais aujourd'hui, il va intervenir encore davantage, beaucoup plus comme coordonnateur de la mission d'observation de l'ECC et co-responsable de la mission de la MOE ECC 5 la mission qui a participé qui a participé dans l'observation électorale durant le processus électoral passé de 2023. Révérend, je vous dis bon après-midi, bonjour chez vous à Kinshasa, comment allez-vous? Allô? Il me semble que nous avons un petit souci avec le révérend. Ah oui, nous avons un petit souci avec le révérend qui va nous revenir très bientôt. Et donc, dès qu'il sera là, nous pourrons voir nous pourrons continuer notre conversation. Je remercie déjà ceux qui nous suivent sur Facebook, qui sont en live sur Facebook. Donc, si vous avez des questions, préparez-les. N'hésitez pas à prendre note et nous aurons un moment d'échange et de débat avec le révérend qui va intervenir. Je vois qu'il est déjà revenu. Nous aurons aussi évidemment des échanges. Donc, le révérend va nous faire une brève présentation de 15-20 minutes, un grand maximum, après sa présentation qui va consister à une sorte de résumé central un peu de la mission d'observation qu'il a coordonnée durant ce processus et qui va nous donner un peu les grandes leçons qu'il a tirées, les grandes lignes. Et à partir de là, nous pourrons évidemment nous pourrons échanger dans un débat constructif. Réveillon Eric Senga, vous êtes là? Allô? Oui, 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 je suis là, j'essaie de gérer la technique. J'ai l'impression que la connexion dérange un tout petit peu. Oui, oui, malheureusement. Vous me La connexion suivez? de... Oui, là, nous vous suivons. En tout cas, je vous laisse la parole. Vous avez 15 à 20 minutes de nous donner les grandes lignes un peu de la mission d'observation que vous avez menée. Et puis, à partir de là, nous allons avoir un échange et un débat sur la question. Voilà, merci beaucoup et merci à Copax d'avoir pensé à une telle initiative au lendemain des élections, parce qu'il faut avouer que le quatrième cycle qui nous a tous réunis était très déterminant par rapport aux expériences antérieures de trois précédents cycles. Je me rappelle encore plusieurs discussions que nous avions eues
au niveau de la société civile, que ce soit au pays ou à l'étranger. Il y avait une sorte de mobilisation ou d'un engagement vraiment collectif qui visait à, à gagner de trois précédents cycles d'institutions, au niveau de la cohésion nationale, au niveau de, de la sécurité même du pays et même de la légitimité des institutions. Et donc, c'était des élections bien souhaitées et tant entendues. Et l'Église protestante à laquelle j'appartiens était engagée depuis les débuts du processus jusqu'à l'étape où nous sommes. Et ça a été fait conjointement avec l'Église catholique. Alors, comment savoir, parce que tout le monde n'est pas expert en la matière, que savoir d'un processus électoral lorsque nous voulons évaluer, peut-être brièvement comme nous voulons le faire? Il y a le processus se passe en trois phases. La première phase, c'est la phase préélectorale. La deuxième phase, c'est la phase électorale. Et la troisième phase, c'est la phase post-électorale. Et le gros du travail se passe au niveau de la phase. Toutes les phases sont importantes du reste, mais il faudrait maîtriser la première phase avant d'espérer bien compter à la troisième phase. Alors, comment le processus a commencé? La première des choses, c'est que le processus a été très mal engagé du fait d'un retard. Le retard a été dû je vais dire, à la réconfiguration de la sphère politique, parce que, comme vous savez, les élections de 2018 avaient donné comme résultat une coalition au pouvoir FCC Cash avec un président issu de l'opposition. Mais 2 ans presque après, donc une année et demie, je vais même dire, en 2020, nous avions déjà constaté la rupture de cette coalition. Et c'est justement au moment de la rupture de cette coalition FCC Cash que le processus électoral a été entamé. D'ailleurs, il faut signaler que la rupture, le processus électoral a été l'un des éléments majeurs à la base de la rupture de la coalition FCC-CACH. Pourquoi? Parce que c'est en ces moments-là qu'il fallait désigner le président de la CENI. Au niveau des confessions religieuses, on tournait autour de la candidature de M. Malonda. Il vous souviendra que l'Église protestante et catholique avait récusé cette candidature, soutenue par les 6 autres. Et ça fait boucan, on a mêlé tout le monde, le cardinal, le président de l'ECC, pour crier tantôt au tribalisme, tantôt à beaucoup de choses. Et c'est ce qui avait fait que le bureau Mabunda, à l'époque, qui avait fait entériner cette candidature, a connu beaucoup de secousses. Il y avait deux problèmes. Les problèmes de la candidature du président de la CENI et les problèmes de la proposition de loi Sakata et Minaku, et qui avaient été les deux éléments moteurs à la base de la rupture de la coalition FCC Cash. Et donc, nous nous trouvons là en 2020, entre 2020 et 2021, dans la nouvelle réconfiguration de la majorité parlementaire. C'est l'union sacrée qui naît, c'est la réconfiguration au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, le bureau Mbosso s'installe, le bureau Bahati en même temps. Et c'est là, finalement, qu'on va avoir la première étape qui consistait à la mise en place de la CENI. Déjà là, je note avec vous le première difficulté et qui serait pour nous les leçons à tirer, c'est que déjà au niveau des confessions religieuses, il y avait une innovation sur le plan de la loi. Avant même qu'on arrive à la désignation des animateurs, il y a eu la question de la réforme de la loi sur la CENI, la loi organique. Et là, deux dispositions ont été rajoutées, les articles 10 et 12, pour essayer justement de résoudre la crise antérieure qu'il y a eu dans la désignation des animateurs de la CENI. Je rappelle tout de même que l'initiateur de cette proposition qui a fait l'objet des réformes de la loi organique, c'est l'honorable Lutundula, alors député pour les comptes de l'opposition. J'attends là Ensemble pour la République. Dans la réconfiguration de la sphère politique, Lutundula quitte l'opposition pour adhérer à la majorité, Union sacrée, et par conséquent, il devient ministre en charge des Affaires étrangères.
Ce qui fait qu'il prendra beaucoup de distance sur sa propre position, sa propre proposition de la loi. Donc, la première leçon déjà à tirer à ce niveau, c'est aussi l'instabilité de la classe politique marquée par ce qu'on pourrait qualifier de la transhumance politique. Et ça a eu une conséquence logique au niveau de la rationalité du travail des réformes. Donc, ce travail initialement a été proposé pour renforcer le système électoral, notamment la désignation du président de la CENI, où les deux dispositions auxquelles j'ai fait allusion, les articles 10 et 12, voulaient à ce que, un, ce soit les confessions religieuses qui désignent clairement le président, de deux, que les conditions, les critères soient fixés pour cette confession religieuse, avoir une notoriété nationale, avoir une personnalité juridique, avoir un ancrage et une expérience avérée en matière électorale. Et c'était ça les conditions. L'article 12 insistait sur la personnalité de ces candidats, qui soient des personnalités indépendantes, pour ne pas remplir des politiques au sein de l'institution. Malheureusement, comme j'ai dit, avec la reconfiguration de la sphère politique, on n'a plus tenu compte de ces dispositions clés qui étaient introduites dans les amendements en vue de renforcer le mécanisme d'indépendance de l'organe de gestion des élections qu'est la CENI. Donc, c'est déjà le premier raté. Et avoir des réformes impersonnelles, objectives et rationnelles. Alors, nous passons cette étape, c'est finalement la mise en place, et je l'ai dit, la deuxième dimension, c'est la cacophonie qui va régner au niveau des confessions religieuses. Parce que là, encore une fois, la politique va s'en mêler, les confessions ne s'entendent pas sur les candidatures, et c'est Senko récuser la candidature messieurs proches de pouvoir avec toutes les inventions qu'on avait, les six autres campaient sur leur position. Bref, il y a aussi une responsabilité au niveau des religieux parce qu'ils n'ont pas pu transcender non seulement les différences, parce que le problème n'était pas au niveau des différences, mais le problème était au niveau de l'influence politique et qui s'est transformée sous forme de pression pour les uns et les autres. Eh bien, ça a fragmenté les groupes de confessions religieuses. Par conséquent, aujourd'hui, on ne parlait plus de la plateforme de confession religieuse sous la forme initiale. Donc aujourd'hui, les deux églises se sont retirées, les autres sont restés des bons droits et ils se sont rajoutés et organisés de la manière qu'ils peuvent le faire. Donc ça, c'est la deuxième leçon. Et je tire ici la responsabilité directe des religieux qui n'ont pas servi de modèle. Et à cause de cette crise au niveau des confessions religieuses, ça a impacté au niveau de la composante politique. Ce qui fait que FCC, qui dans la reconfiguration de la sphère politique s'est trouvé dans le camp de l'opposition, et en même temps avec la frustration de l'ensemble qui aussi, non, ensemble était encore candidat qui devrait être proposé par la MOUCA d'un côté et puis FCC, ne l'ont pas été parce que les deux formations politiques, on se sont dit qu'ils n'enverraient pas des candidats tant que la crise au sein des confessions religieuses ne serait pas tranchée. Et surtout que l'on récusait la procédure suivie par les parlements pour entériner cette candidature et l'ordonnance qui a été prise par le chef d'État. Donc, cette crise a été transposée au niveau de la composante politique. Par conséquent, on a eu une CENI qui n'a pas été consensuellement établie et dont les procédures n'ont pas été régulières par rapport à la loi et même les actes administratifs posés, notamment l'ordonnance, n'a pas été aussi, ne s'était pas fondé sur la vérité des droits. Pourquoi? Parce que ce soit du côté des confessions religieuses ou du côté politique, il n'y a pas eu de PV qui devraient servir de soubassement aux actes administratifs posés par l'autorité compétente, notamment le chef de l'État. Donc ça, c'est la deuxième leçon que nous pouvons tirer. Et donc, c'est avec cette CENI que nous allons partir. Troisième étape, c'est la révision de la loi électorale en soi, qui constitue justement la mécanique électorale. Là, encore une fois, il y a eu beaucoup de difficultés parce que la société civile avait déjà travaillé depuis 2019 et avait produit
un référentiel qu'on a appelé le référentiel de la société civile, lequel maximisait les réflexions autour des éléments fondateurs du système, des réformes du système électoral. Malheureusement, dans cette dynamique nouvelle qui a été mise en place, les politiques ont saucissonné ces documents pour ne prendre que des dispositions, je dirais presque les 5%, les 5% des propositions de réforme. Par conséquent, j'en viens à des exemples. Par exemple, j'en viens à des exemples, notamment lorsque nous parlons de la représentativité des candidats à plusieurs niveaux des votes. Ça a été un élément des réformes. Curieusement, ça a été rejeté en bloc. Mais pour l'histoire, tenez que la proposition de la loi sur la réforme, la proposition de la loi des réformes des, comment j'ai dit, la proposition de la loi pour la révision de la loi électorale est venue du groupe des G13, les groupes de l'honorable Sesanga, honorable Peasonam Lokondo, honorable Mouyaya, ainsi que les autres. Donc, il y avait aussi un groupe à l'intérieur du Parlement, qu'on appelait les G13, qui était presque un groupe mixte, lequel avait porté la proposition de réforme de la loi électorale. Dans cette reconfiguration politique, là encore une fois, ça fragilisait les groupes et ceux-là qui étaient porteurs de l'initiative, il y a le décès de l'honorable Lokondo et les autres membres de ces groupes avaient été nommés au niveau du gouvernement et ça fragilisait les combats. Et donc, au niveau des réformes, il n'y a pas eu un contrepoids de ceux qui étaient auteurs de cette proposition de réforme. Donc, voilà encore une fois, le jeu politique a beaucoup l'a emporté sur la rationalité des réformes. On peut noter ici, à titre des leçons à tirer, que le travail des réformes a été bâclé pour cause de la reconfiguration de la classe politique ou de la sphère décisionnelle, notamment par l'absence de la rationalité de ce travail. Un travail qui, du reste, devait être technique, mais s'est soldé dans le champ ou dans le marché politique. Le travail de la réforme n'a pas contribué à rationaliser notre système électoral et surtout à tirer des leçons du passé. Après cette étape, c'est finalement l'étape du calendrier électoral, la nouvelle finalement, au regard des contraintes de temps, on va nous sortir un calendrier qui était aussi très concentré, qui ne laissait pas assez de marge de manœuvre à la nouvelle équipe. Et là, je voudrais parler déjà, en tant qu'expert électoral, sur la question de la planification. Donc, déjà, il y a eu une grande faiblesse dans la planification électorale qui s'est soldée dans la présentation d'un calendrier bâclé. Bon, ce n'était pas de mauvaise foi, parce qu'il fallait à la fois tenir au délai constitutionnel, donc qui est les élections en date du 20 décembre. Les délais à ne pas dépasser. Il y avait toute la pression internationale, toute la pression nationale sur l'équipe de la CENI, mais en même temps, il y avait des contraintes sécuritaires, des contraintes financières et même des contraintes politiques, parce qu'il y avait des choses autour desquelles on ne pouvait pas se mettre d'accord. Bien entendu, les contraintes financières impactaient directement sur l'opérationnalité. Donc, là, encore une fois, il faut soulever les leçons à tirer, c'est la faiblesse dans la planification du calendrier, qui est un peu les plans stratégiques de la CENI. Ça a été mis en place en retard et avec des délais suffisamment compressés. Quelle est la conséquence logique de ça, de cette faiblesse de planification, même si la CENI ne l'a pas avoué de l'entame, parce que nous l'avions dit à plusieurs fois, que le délai était irréaliste. Pourquoi? Parce que dans la planification, tout expert électoral vous dira, dans la planification, on tient compte justement des contraintes. Les contraintes ne sont pas des éléments nouveaux à la planification. Elles sont prises en compte justement pour ajuster objectivement les choses en les alignant par rapport aux objectifs à atteindre. Malheureusement, la CENI s'est campée
à défendre la fiabilité du calendrier et à rassurer les hypothèses ou les alternatives possibles mises en place pour tenter de contourner ces limites, ce qui n'a pas été réaliste. La première conséquence, et là j'en viens aux opérations proprement dites, qui étaient celles d'enrôlement des électeurs. On a fait des opérations d'enrôlement dans un délai très réduit. Dans la planification, il était prévu 3 mois. Bon, avec une rallonge d'un mois dans certaines zones. Ça a été fait selon les zones. Mais sur les entrefaites, on rajoute aussi que la CENI avait fait l'extension des opérations au niveau extérieur, donc la diaspora, en ciblant 5 pays pilotes, les États-Unis, le Canada, la Belgique, la France et l'Afrique du Sud. Alors, déjà, c'était irréaliste. Pourquoi? Parce que dans ces parties hors les territoires, en dehors du territoire national, n'ont pas été suffisamment couverts et par les observateurs matériels, l'octroi des visas, le moyen nécessaire. Donc, la plupart d'opérations menées dans les zones extérieures au territoire national n'ont pas été suffisamment suivies. À l'intérieur, dans chaque zone, ce qu'on a appelé les aires opérationnelles, on a constaté déjà, parce que là, l'ECC et la CENCO avaient suivi, nous avons été la seule mission d'observation électorale qui avait suivi ces opérations. Si vous lisez notre rapport, on avait déjà épinglé quelques difficultés qui malheureusement se sont reproduites au niveau des opérations des Il semble que nous avons un souci technique avec le révérend qui va certainement revenir très bientôt. Je crois que je vais suggérer à C qu'il coupe sa vidéo, comme ça il pourra bénéficier d'une bien meilleure connexion. votes, notamment Révérend? la distance qui séparait les Révérend? électeurs. Allô? Ah oui, il va revenir. Il va nous revenir très incessamment. Je crois qu'il y a un petit souci technique. Mais déjà, nous voyons que le révérend nous fait un tableau assez relativement complet de la situation du processus électoral, des difficultés qui se sont manifestées durant tout ce processus-là. J'espère que... Révérend, vous êtes revenu. Désolé, je crois la Oui, connexion. oui, je comprends. On va faire ceci. Je vous Je peux suggère de... poursuivre. Oui, je vous suggère de couper la vidéo. Comme ça, vous aurez une connexion beaucoup Voilà, plus stable. Merci beaucoup. voilà. On fait À comme vous. ça. Alors, donc là, j'en venais à la situation des enrôlements ou des opérations d'enrôlement selon les aires opérationnelles. Et nous avons constaté des difficultés. Je disais, par exemple, les centres qui étaient identifiés dans la cartographie, mais qu'on ne retrouvait pas sur terrain. Ça, c'est un dans ce qu'on appellerait sur le plan électoral la gouvernance électorale. D'aucuns n'avaient suivi. Est-ce que vous êtes là? Le son est bon? Oui, oui, nous sommes là. Vous avez été interrompu brièvement, mais nous sommes Allô, là. allô? Allô, oui. Nous sommes là, révérend? Ah, d'accord. Oui. Oui, oui, d'accord. D'accord. Donc, je disais, finalement, il y a eu cette question qu'on peut attribuer à la gouvernance électorale. Parce que déjà là, il s'est posé aussi un problème de la qualité des machines qui avaient été utilisées lors de l'enrôlement. Déjà, aux premières opérations, il avait été constaté, dans nos constatations en commission d'observation électorale, nous avions soulevé le fait que plusieurs machines achetées n'étaient pas de bonne qualité. Des deux, nous avions soulevé les problèmes de la qualité des cartes qui étaient défectueuses. Au bout d'un temps, vous vous rappelez encore ces vieux débats, lorsque on était en train de signifier que les cartes n'étaient pas conformes, les uns les autres disaient ce n'est pas la couleur qui donne la valeur à la carte, ce n'est pas, ce n'est pas la carte, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas ceci, cela. Et donc, les gens sont allés dans tous les sens en évitant l'essentiel des choses. Donc, si nous étions tous attentifs, déjà à partir de ces moments-là, que ce soit le Parlement ou alors la Cour des comptes aurait déjà initié quelques mécanismes de suivi pour savoir la question de la gouvernance électorale, comment elle s'est passée, surtout dans
dans le marché public, donc la passation de marché, est-ce que les articles, est-ce que les entreprises ou les sociétés contactées étaient fiables ou pas? Personne n'a soulevé ces débats. Autrement, il y a eu aussi des problèmes d'enrôlement des mineurs. On avait déjà constaté que dans l'enrôlement, dans les opérations, il y avait beaucoup de mineurs qui étaient enrôlés dans certains cas. Alors, malheureusement, toutes ces constatations devraient trouver une réponse au niveau de la fiabilisation du fichier électoral. Et donc là, nous passons à une autre opération qui était l'opération de l'audit du fichier électoral. Alors, nous, commission d'observation électorale, nous avions demandé à la CENI d'envisager l'audit externe, en dehors de l'audit interne qui relève de leurs compétences et pour les aider à toiletter les fichiers. Mais il y a eu encore un long débat parce que d'abord, on a refusé l'OIF au motif que la secrétaire générale était rwandaise. On a entremêlé les débats politiques dans les questions techniques. Bon, à défaut d'accepter l'OIF, les CC-Senco avaient demandé soit on désigne des experts internationaux avec les nationaux pour constituer une équipe indépendante qui pourrait faire ce travail. Là, encore une fois, nous ne sommes pas accordés au niveau de la méthodologie et des résultats parce que pour la CENI, elle a lancé l'appel, elle a recruté des personnalités qui, du reste, posaient problème à un certain niveau compte tenu des accointances, des proximités avec certains cadres de la CENI, et ce qui n'a pas aidé à asseoir la légitimation, la légitimité de cette équipe qui a travaillé. Alors, mais on a forcé la note. Après, SCC Senko a demandé qu'il y ait un audit citoyen. L'idée, c'était de renforcer la confiance du public au niveau du fichier, de permettre juste par une méthode beaucoup plus simple de vérification à partir soit du fichier et du fichier vers les électeurs et des électeurs vers les fichiers. C'est ce qu'on a appelé audit interne. Et nous avions proposé que ça soit fait avec la contribution directe de la CENI. Fort malheureusement, la CENI avait complètement rejeté la proposition et qui est passée comme étant une sorte de vouloir s'immiscer. Ça a pris beaucoup de tournures finalement. On a laissé passer. Donc, ça, c'est encore une autre dimension des leçons à tirer. Le manque de consensus au niveau du travail des fiabilisations des fichiers électoraux. Surtout que lorsque nous avions Nous avons perdu temporairement le révérend qui revient. désolé, Voilà, il est de voilà. retour. Parfait. Donc, du coup, désolé avec ces petits désagréments. Pas, Donc, pas de problème. du coup, on a eu cette difficulté parce que dans toute théorie électorale, pour un pays post-conflit, où les questions des frontières ne sont pas bien gérées, où il y a tout ce qu'il y a, la question des fichiers électoraux devient l'élément central pour la détermination de l'intégrité des opérations. Donc déjà, à ce niveau-là, nous ne sommes pas mis d'accord. Et le problème qui va s'ajouter à cela, c'est la cartographie électorale. Il fallait qu'il y ait une cartographie qui mettrait tout le monde d'accord. Malheureusement, encore une fois, il n'y a pas eu de cas de concertation consensuelle. La CENI a fait un travail, mais qui n'a pas été mis sur la place publique. Parce que d'abord, on a refusé d'associer les observations, les missions d'observation au travail de la cartographie. Puis encore, on n'a pas observé la loi dans le sens de publier la liste des électeurs dans le délai. Donc, personne n'a eu la possibilité d'accéder aux listes parce que ça aurait été le seul moyen de vérification de la fiabilité du fichier. Et CC5 avait fait un travail jusqu'à aller un peu sonder dans, dans, dans les réseaux où la CENI avait placé cette cartographie. On avait trouvé quand même quelques incohérences de la cartographie. Je crois qu'on a fait des communiqués là-dessus pour rappeler la CENI à l'ordre. Malheureusement, on peut conclure sur ces points que ce soit la liste des électeurs ou la cartographie des bureaux de vote, rien n'a été rendu public. Il n'y a pas eu un acte administratif portant publication des listes d'électeurs. Et donc, nous sommes partis aux élections sans une liste fiable, sans savoir il y a combien d'électeurs enrôlés,
il y a combien après toilettage qui reste sur la liste. Et voilà. Donc, on est parti comme ça. Mais des deux, on n'a pas su combien de bureaux de vote ont réellement fonctionné. Alors là, c'était déjà deux points capitaux qui avaient aussi renforcé les doutes et les inquiétudes des uns des autres. Et nous arrivons finalement à la question du vote proprement dit. Là, il faut dire peut-être une parenthèse. Le processus de 2023 a eu aussi la difficulté au niveau de l'éducation civique et la sensibilisation. C'est parmi les rares processus où, que ce soit la société civile, que ce soit le, le, la CENI elle-même, nous n'avons pas suffisamment mobilisé, sensibilisé et éduqué la population à faire face à ces opérations. Conséquence, beaucoup découvraient l'utilisation de la machine à voter. Beaucoup ne maîtrisaient pas peut-être la question sur les cartes qui étaient défectueuses. À la publication de listes, certains ne savaient pas où aller voter, ce qui fait qu'il y a eu toute cette confusion le jour même du scrutin. Et quand on arrive le jour du scrutin, donc ça, c'est déjà les premiers problèmes, beaucoup d'électeurs étaient désorientés du fait qu'ils ne connaissaient pas les lieux où il fallait aller voter parce que la CENI a voulu tout ramener à l'informatique en disant c'est dans le système, il faut vérifier. Or, vous connaissez, l'accès à l'informatique, à l'Internet est très compliqué au pays. À Kinshasa, c'est déjà un problème, mais que dire des provinces? La deuxième difficulté, c'est la question de la gestion des cartes défectueuses. Certains ne trouvaient pas leur nom sur les listes alors qu'ils étaient porteurs de cartes. D'autres étaient porteurs de cartes défectueuses où tout était effacé. Ils ne savaient pas comment se présenter devant l'agent de la CENI. C'est en dernière minute que la CENI viendra donner quelques directives pour dire, bon, si vous êtes dans quelle situation, il faut aller dans tel bureau. Et cette communication n'a pas été suffisamment portée au point que la plupart les publics ou les électeurs, la plupart des électeurs n'étaient pas informés. Conséquence, ça contribuait à la réduction du taux ou de l'effectif de participation. C'est comme ça que nous sommes retrouvés avec un taux de 46% de participation. Donc, la CENI qui disait avoir enrôlé près de 44 millions d'électeurs, mais dans les concrets, nous arrivons à 45, je dirais même 43 à 46% des participations. Donc, ce qui fait dire que nous avons eu un taux beaucoup plus faible, donc moins de 50%, ce qui est déjà un indicateur négatif dans l'appréciation des résultats. Alors, les élections, proprement dit, les votes, certains bureaux, on constate qu'il n'y avait pas de machines. Là où il y avait des machines, soit les machines étaient en panne, il fallait faire recours à un technicien. Et pour la première fois, jusqu'en début d'après-midi, 50% des centres, je parle de la ville de Kinshasa, n'étaient pas ouverts. Quand vous allez à l'intérieur, c'était encore plus catastrophique. On a perdu les contrôles de tout et certains centres ont ouvert ou certains bureaux pratiquement à 18 heures, ce qui viendra fondamentalement violer les dispositions de l'article 52 de la loi, qui veut que les élections se passent au même moment partout, dans la même plage d'heures, c'est-à-dire ça s'ouvre à 6 heures pour s'arrêter à 18 heures. Et là, c'est parti. Au lieu d'un seul jour, nous sommes allés à 7 jours, sans savoir combien de bureaux ont été réellement ouverts le premier jour, donc les jours légalement reconnus, combien ont-ils réellement fonctionné, combien n'ont pas fonctionné les premiers, les deuxièmes et les troisièmes jours. Donc, au niveau déjà de la logistique, il s'est posé un sérieux problème dans l'ouverture et dans la gestion du temps, des fils et des modes de vote. Deuxième difficulté, c'est les phénomènes de l'apparition des machines entre les mains des individus. C'était toute la cacophonie où les matériels sensibles, pas seulement le dev, mais aussi comment on appelle ça, tout ce qui est comme paperasse électorale qui contribue, donc les matériels sensibles, que ce soit les bulletins de vote, on a commencé à dénoncer à gauche, on dénonce à droite, et là c'est parti dans tous les sens. Visiblement, la CENI elle-même avait perdu contrôle de la gestion de la logistique électorale, notamment, parce que toutes les machines sont codifiées et sont reliées à des centres.
Donc, tout est connu. Alors, sur les entrefaites, nous avons quand même approché la CENI pour savoir ce qu'il en était. Et la CENI nous disait clairement qu'il y avait des choses qui échappaient. La réponse qu'on a eue à l'époque, c'était que la fraude avait été organisée au niveau de la base, au niveau des antennes et des bureaux, et non au niveau de la centrale. Ça, c'est l'argument qui a été donné. Mais ce qui a été constaté, c'est un nombre très élevé de matériels sensibles entre les mains des individus. Conséquence, je vais finir par là. Maintenant, pour clôturer les opérations, en dehors de la prolongation du nombre de jours, mais il y a aussi la question maintenant du dépouillement. Comment on va dépouiller? Là, il s'est posé un sérieux problème parce que certains observateurs et témoins étaient chassés dans certains bureaux. Des deux, il y avait le problème avec l'affichage des résultats. Et de trois, il y avait le problème des dépouillements au niveau des centres locaux de compilation. Beaucoup des bureaux des centres de compilation n'ont pas fonctionné. Par conséquent, on était obligé de transmettre les résultats par voie électronique, des résultats issus des machines à voter. Donc, aucun centre de compilation n'avait fonctionné, que ce soit pour la présidentielle ou les législatives nationales et provinciales, on a eu les mêmes problèmes. Alors, on en vient à la publication des résultats. C'était une nouvelle approche des publications des tendances, tendance, et puis on viendra confirmer presque le même résultat. Ce qu'on attendait, c'était qu'il y ait des résultats publiés bureau par bureau lors de la proclamation avec le mécanisme de contrôle par les centres de compilation, ce qui n'a pas été fait. Et jusqu'à ce que la CENI a publié les résultats provisoires. Et là, nous entrons dans la phase du contentieux ou des contentieux. Et encore une fois, c'était une cacophonie. Les deux partis de l'opposition, la MOUCA et Ensemble, ont refusé de saisir la Cour constitutionnelle au motif que la composition n'était pas fiable et que la politique aurait les contrôles sur la CENI. Et par conséquent, c'est un des candidats, donc Théodore Ngoï, qui viendra saisir la Cour constitutionnelle. Dans la saisine, il y avait deux affaires pour la présidentielle. L'une était rejetée parce que déclarée non fondée et irrécevable. C'est l'autre qui sera déclarée recevable, mais jugée infondée. Et donc, on a écarté l'hypothèse. À proprement parler, nous avons eu 1123 affaires en contestation des résultats. 525 requêtes ont été jugées irrécevables. 400 ont été jugées recevables, non fondées, et 49 ont été jugées fondées et traitées. Et donc, vous allez vous rendre compte que les volumes des contentieux étaient très élevés au niveau des législatives nationales. Et ce qui a encore été frappant, c'est que pour les 134 requêtes en rectification, il y a eu 134 requêtes en rectification d'erreurs matérielles. Donc, après les prononcés de la Cour constitutionnelle sur les résultats définitifs des élections législatives, nous avions eu 134 requêtes en rectification, ce qui remet tout, en fait, ce qui soulève les débats sur le principe de l'infaillibilité du juge constitutionnel dans la théorie de la justice constitutionnelle ou de la justice électorale, et ce qui va encore ouvrir la possibilité à ces revirements accidentels de retour, c'est-à-dire des traitements des erreurs matérielles. Mais la crainte ici, c'est le volume qui a été très élevé. Donc, 85 requêtes ont été déclarées irrécevables sur les 134. C'est 30 qui ont été déclarées recevables, non fondées, et 19 requêtes ont été déclarées fondées et donc traitées. Donc, voilà un peu le tableau, aussi bien au Oui. niveau des contentieux. Et puis, vous avez suivi avec le Sénat, les gouverneurs aussi, tout ce qu'il y a eu comme dénonciation du cas des fraudes, que ce soit du côté de la majorité ou de l'opposition. Voilà les tableaux du processus électoral de 2023. Merci beaucoup, Révérend Senga, de cette présentation qui a quand même couvert les différents aspects, les différentes étapes Allô? que nous avons. Allô, oui. Merci beaucoup pour votre participation, votre présentation que vous avez faite, qui nous a Allô? permis. Allô, vous nous entendez? Oh. Allô, allô? Allô? Allô, oui, nous vous entendons. Vous nous entendez? Allô? Allô, oui. Vous entendez le révérend Ah oui, sur la... oui, je vous entends maintenant, je vous avais perdu. D'accord, Voilà. parfait. Donc, je disais, Oui, oui, oui. merci beaucoup pour cette présentation qui nous a permis de couvrir les différentes étapes préélectorales,
pendant les élections et post-électorales de la crise que nous avons connue autour de ce processus électoral et des problèmes que nous avons connus. Vous avez soulevé plusieurs éléments. Je ne vais pas revenir sur tous ces éléments-là, mais il y a des éléments qui reviennent de façon générale et de façon assez commune et qui sont comme une sorte de fil conducteur de la crise que nous avons connue. L'élément sur l'influence politique, sur le fonctionnement de la machine, sur l'influence politique sur le fonctionnement du processus électoral et des acteurs politiques et des acteurs de la CENI. Évidemment aussi sur, de façon générale aussi, des éléments qui sont sortis de là, la faiblesse institutionnelle, etc., qui ont conduit aussi à toutes ces difficultés-là. Et là, moi, avant d'ouvrir le débat, les échanges avec les participants, j'ai deux questions pour vous, si vous me permettez, si vous pourrez nous permettre de comprendre cela. Qu'est-ce qui a été fait à la lumière des élections de 2019, quand on a vu les erreurs qui ont été commises, quand on a vu l'entente politique qui est sortie de ces élections-là, qu'est-ce qui avait été fait et mis en place de façon concrète par les organisations de la société civile, ou bien l'ECC, ou bien l'ASINCO, ou toute autre organisation qu'est-ce qui avait été mis en place concrètement pour éviter que ce qui s'est passé en 2019 se repasse dans le processus électoral qui s'en est suivi? Est-ce qu'il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place ou bien il y a eu une sorte d'attentisme de se dire, attendant comment la configuration politique se passerait pour nous permettre de savoir où est-ce qu'on se positionnerait? Parce que ce qui a été concédé, c'est quoi? Ce qui a été concédé, c'est que dès lors que la coalition FCC-Cash s'est mise en place, il y a une sorte d'alignement implicite ou tacite de certaines organisations de la société civile derrière le fait qu'il fallait que Cash ou bien le FCC ne fasse pas partie de la coalition, mais que cette coalition disparaisse parce qu'elle n'était pas garantie, qu'elle ne garantissait pas la stabilité du pays ou bien la transparence et la bonne gouvernance. Est-ce qu'il y a eu une sorte de distraction de la part de la société civile qui, au lieu de se focaliser sur le processus électoral, quelle que soit la configuration politique, ou bien elle s'est d'abord concentrée sur le jeu politique pour ensuite revenir sur la question, les questions électorales? Première question. Deuxième question, quand on voit tout ce que vous avez décrit, les problèmes politiques, l'influence politique, et quand on voit la faiblesse des institutions politiques et le manque d'indépendance des institutions judiciaires, etc., ma question c'est de savoir qu'est-ce qui pouvait être concrètement fait par les organisations de la société civile pour nous éviter les élections, le processus électoral que nous avons eu. Oui, vous avez raison. C'est sans vouloir se justifier. C'est comme ça que j'ai pris soin, puisque c'est une conférence aussi scientifique et pédagogique. Nous avons dit ici vouloir tirer des leçons de l'histoire et donc il faut établir les responsabilités à tous les niveaux. J'ai pris soin de rappeler ici que la première des choses à notre niveau, comme plateforme dans la configuration ancienne, nous nous étions dit, la plupart des cas, le temps des élections part de chez nous, c'est-à-dire du fait d'avoir la responsabilité de désigner le président de la CENI. Nous avions eu beaucoup de réunions à l'interne pour réfléchir sur les éventuels mécanismes, comme vous le dites d'ailleurs, susceptibles de nous éviter de répéter les mêmes erreurs. En conclusion, nous avions même dressé un portrait robot. Nous avions essayé de rationaliser la procédure en demandant à chaque confession d'amener le candidat sur la base des critères élaborés. Ça, c'était un. Dans le critérium de désignation des animateurs proposé par nous, il avait été formellement exigé à sa confession d'éviter des candidatures qui émaneraient des sphères politiques ou sur lesquelles les politiques auraient une certaine influence. Parce que, comme se le disent, si vous ratez déjà la mise en place d'une OEG, une CENI, comme on dit chez nous, ou l'organisation de gestion des élections, indépendante, il est difficile de rattraper les processus. Donc, nous estimions, en ce qui nous concerne, que le premier défi devrait partir de là. Je ne voudrais pas accuser les uns ou les autres, mais je l'ai dit en toute responsabilité, en termes de leçons à tirer, que c'était la première faiblesse, je dirais même le chèque au niveau des confessions religieuses, de ne pas arriver à désigner de manière
manière consensuelle un candidat sur la base des critères élaborés qui, du reste, les erreurs du passé. Donc, je pense que les confessions religieuses ont eu une lourde responsabilité de ne pas permettre un démarrage fiable du processus électoral. Est-ce qu'il faut aussi ici commencer à condamner les uns les autres? Je dis peut-être non, parce que les raisons ont été diverses, vous l'avez dit, et la plus importante, c'est l'influence politique. Donc, si nous n'arrivons pas à autonomiser ou à rendre indépendant la procédure de désignation des animateurs de la CENI au niveau de la société civile, même si on retirait cette compétence des confessions religieuses et que l'on rendrait la compétition beaucoup plus ouverte, mais du moment où l'influence politique continuera à s'exercer sur les personnes habilitées à désigner, il sera difficile pour nous de corriger cette difficulté. Deuxièmement, au niveau des politiques, c'était mal parti d'avoir recommandé, que ce soit l'opposition ou la majorité, de personnalités purement politiques, en l'occurrence des députés. Si vous regardez la composition de cette équipe, on a affaire à 9 députés, même ceux qui ont été présentés pour le compte de ce qu'on appelait l'opposition républicaine, sont tous des députés. Conséquence, le président de la CENI, peu importe sa technicité, il se trouve entre les verrous des politiciens avec tout ce qu'il y a comme conséquence. Et ça, je pense que ça a été un élément important. Le deuxième argument à votre préoccupation, c'est le mécanisme des réformes électorales. Et là, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu moins d'implication des citoyens à ces niveaux-là. La plupart pensent que le processus électoral commence avec les opérations des votes. C'est comme ça que j'ai pris soin d'expliquer les phases importantes d'un processus, notamment la phase préélectorale qui commence, comme il en est le cas, aux évaluations et procédures des réformes du système électoral. Or, en ces moments des évaluations, beaucoup ne se préoccupent pas, beaucoup ne suivent pas. Les citoyens ne s'approprient pas du processus dès le début. Il faut avouer, c'est comme ça que j'ai reconnu, l'une des plus grandes faiblesses, c'est qu'on n'a pas suffisamment sensibilisé. Il n'y a pas eu d'opération d'éducation civique électorale en vue d'initier les citoyens à des réflexions et arriver à l'appropriation du processus. Ça, c'est un élément fatal. Et je crois que les amis des COPA s'en souviendront quand on était une fois là sur place. J'ai fait allusion. Vous trouverez des acteurs qui veulent se lancer dans la compétition électorale, mais qui ne sont même pas informés de la loi électorale, des dispositions, parce que si vote ou fraude ou manœuvre peuvent se faire, c'est au niveau de la loi électorale. Donc ça, je pense aussi que la société civile avait fait son travail en 2019 déjà, de réfléchir et de produire les référentiels. Malheureusement, on n'a pas suffisamment vulgarisé les référentiels, il n'y a pas eu appropriation tant politique que civile de la société civile. Et donc, conséquence, c'était un document presque abandonné dans les tiroirs de la société civile. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là, à mon sens, et cela nous a suivis. Et troisième élément, il n'y a pas eu des cadres de concertation tout au long du processus électoral. C'était un processus marqué par la méfiance très élevée entre les partis politiques et parties prenantes, mais la CENI n'a pas joué trop le rôle d'arbitre. En fait, elle n'a pas su transcender, par exemple, les traumatismes liés à la désignation des animateurs, mais aussi, elle n'a pas pu transcender les différences d'orientation politique et philosophique de chaque parti. Elle aurait dû jouer le rôle d'arbitre en offrant plus de cadres de concertation en vue de créer des consensus à chaque étape. Mais on a eu plutôt affaire à des confrontations avec la CENI au lieu d'avoir affaire à des concertations et des consensus. Et ça a été très fatal au niveau même d'acceptation des résultats ou de l'intégrité des opérations de la CENI. Voilà un peu les éléments que je pourrais apporter comme lumière à vos préoccupations. Merci beaucoup pour votre réponse.
Est-ce qu'il y a parmi ceux qui nous suivent des gens qui veulent intervenir, qui ont des questions, avant que je ne pose une autre question au révérend Senga qui est là, qui nous donne une vision assez large de la situation de ce qui s'est passé durant le processus électoral? Est-ce qu'il y a des questions, des préoccupations? C'est un échange, hein, ce n'est pas un cours à l'université, donc ça veut dire que c'est un échange où chacun devra donner son avis et donner un peu partager de son expérience et nous permettre d'enrichir ce débat. Oui, est-ce qu'il y a des questions, interventions? S'il y a, bon, en attendant que les gens se donnent et le courage d'intervenir, je vais quand même poser une autre question, monsieur révérend. Euh, Vous avez parlé de l'indépendance, de l'absence du manque d'indépendance de l'organe électoral de la CENI, comme on l'appelle. Évidemment, comme vous avez présenté, vous avez aussi évoqué le contexte social et politique dans lequel tout ce processus s'est passé. Nous connaissons notre environnement social, nous connaissons notre environnement politique. Pour moi, il y a une question qui revient souvent, qui me dérange, c'est de savoir, dans le contexte qu'est le nôtre, le contexte congolais, comment concrètement pouvons-nous créer les conditions ou garantir l'indépendance d'une organisation comme la CENI? Concrètement, comment peut-on créer cette indépendance-là? Et indépendance de toute forme d'influence, hein, politique, religieuse, sociale, etc. Une indépendance qui permet de refléter vraiment la volonté du peuple. Comment peut-on y arriver? Révérend, je crois que nous avons perdu le révérend. Nous avons perdu le révérend qui va nous revenir très certainement. En attendant qu'il nous revienne, oui, je vois que les participants sont là, mais je vois que personne ne prend la parole. Mais comme le révérend l'a si bien dit, le processus électoral était un processus dans lequel tout le monde devait s'y impliquer, devait participer. Malheureusement, dans le contexte qui a été le nôtre, il semble que nous avons perdu nous avons perdu de vue le processus Je pense électoral. qu'on aura peut-être, j'ai dû changer des réseaux. Oui, J'espère qu'on aura peut-être une connexion un peu plus stable, hein. d'accord, d'accord. Voilà. Bon, Oui, oui. Non, ma non, question non, était, j'ai capté voilà, la question sur l'indépendance voilà, de la CENI. exactement, oui. Voilà, je pense que c'est à ce niveau où nous devrions tous ensemble, en termes de leçons à tirer, réfléchir minutieusement. Mhm, Vous avez fait allusion au système politique. Et on sait tous comment ça se passe en Afrique. Personne n'organise les élections pour le perdre, dit-on. mhm, Mais en même temps, chaque pays a ses réalités, ses enjeux. Nous, comme Église, au-delà de mettre en place une mission d'observation électorale, vous m'avez présenté comme coordonnateur de la mission d'observation électorale de l'ECC, mais en même temps, je suis secrétaire général qui s'occupe des questions sociopolitiques de l'Église. Dans notre démarche parallèle, qui serait le plaidoyer et la diplomatie politique, nous sommes en train de travailler avec la classe politique pour arriver finalement à créer une volonté politique. La vérité, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. mhm, Je vous ai dit, les deux lois, la loi sur la CENI et la loi électorale, ont été portées par des députés qui initialement étaient dans le camp de l'opposition. Mais lorsqu'il y a eu réconfiguration de la sphère politique, ceux-là qui ont porté cette proposition de loi, une fois au pouvoir comme ministre, ils ont pris des distances. Ils ne nous ont même plus accompagnés pour le plaidoyer, alors qu'en amont, nous avions travaillé avec eux comme société civile et techniciens électoraux. Vous voyez déjà. Donc, il y a quand même ces problèmes d'ambivalence ou de l'instabilité de la classe politique qui se manifestent dans la transhumance avec, avec cet attrait au niveau des intérêts individuels. Et je crois que si nous n'arrivons pas à résoudre spécifiquement ces problèmes,
nous risquons de mentir au peuple et à notre propre conscience. Donc ici, il faut quand même, je dirais, c'est ça notre réflexion, il faut un contrepoids de la société civile. Il faut que la société civile repense aussi sa façon de faire les choses. J'estime qu'il y a aussi pas mal de faiblesses parce que la société civile ne doit pas rester seulement dans la dimension des contestations, des dénonciations. Je vais évoquer le cas, par exemple, du docteur Mukwege, que d'aucuns avaient salué le courage de se pointer aux élections. Mais vous avez vu de quelle manière il est parti, combien l'ont accompagné. Et ça aussi, il faut reconnaître la faiblesse de l'opposition. Parce que même l'opposition n'a pas présenté un bloc uni pour ne serait-ce que créer l'équilibre du jeu politique avec la majorité. On peut crier à la tricherie, on peut dénoncer les irrégularités du processus électoral. Mais j'estime, là je parle en prenant distance, je parle comme analyste, je crois que la capacité de la classe politique de l'opposition de s'accorder sur une candidature et de mettre en place des mécanismes de surveillance et d'accompagnement des processus électoraux ont beaucoup joué par rapport aux résultats des élections. Puis encore, alors que du côté pouvoir, ils s'étaient quand même réunis en bloc autour d'un leader, c'est-à-dire le président actuel, on a assisté jusqu'à la veille des élections des tirs croisés entre les principaux candidats de l'opposition. Et Tout ça, à fait. c'était pas des scènes acceptables. Et je pense que ça a désorienté la population et surtout que au niveau du président Félix, il avait vraiment joué avec les narratifs de la cause commune qui était l'agression rwandaise et ça a beaucoup joué au niveau de la gestion de la masse électorale. Donc, je crois que au-delà du système, il y a un travail de fond si on veut vraiment rééquilibrer les jeux politiques, même si le pouvoir, le régime en place voudra rester longtemps au pouvoir, ou si on voudra que l'opposition un jour arrive à l'alternative. Dans tous les cas, moi j'ai dit de manière neutre, le système politique est déjà en panne et il faut que les acteurs se mettent à la hauteur. Et c'est là que nous renvoyons la question, la responsabilité à la société civile, qui devrait, lui, elle, plutôt se présenter comme une alternative. L'alternative des changements, dans quelle mesure? Qu'elle ne vienne pas seulement pour contester ou pour soutenir, mais qu'elle vienne aussi avec un agenda citoyen, par exemple, qui propose des alternatives claires en termes d'un contrat social en concurrence de toutes les propositions ou des offres politiques qu'amènerait la classe politique. En ce moment-là, nous allons d'abord résoudre le problème du vote sociologique qui caractérise notre pays, parce qu'on n'a pas pu résoudre ces problèmes, surtout que les élections se sont passées dans un contexte des montées en puissance des sentiments de tribalisme. Vous avez suivi les débats autour des questions des pères et des mères. Oui, justement, permettez-moi d'intervenir à ce niveau-là, puisque vous parlez de la société civile et de vous parler qu'elle doit se transcender. Mais la société civile n'est pas exemptée ni libérée même de ces influences sociologiques dont vous parlez. Durant tout le processus électoral, avant, pendant et après, il y a eu des tirs croisés, des débats autour de certaines organisations de la société civile et de certains acteurs qui ont été pointés du doigt pour dire puisqu'appartenant à un certain courant sociologique, ils se sont montrés beaucoup plus amicales, beaucoup moins incisifs par rapport au régime, etc. C'est pour ça le sens de ma question intervient pour dire, finalement, quand on prend le contexte congolais, c'est aussi ces pesanteurs sociologiques-là. Comment cette société civile peut-elle se garantir de se libérer aussi de ces pesanteurs sociologiques? Parce que la réalité, ces représentants sociologiques jouent extrêmement dans la façon dont la société civile ou les acteurs politiques perçoivent le jeu politique et les acteurs politiques. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la ligne. Hein. Euh, je pense qu'il nous faut une approche critique et surtout une autocritique. Je l'ai dit comme homme d'église, j'étais sur la scène, vous l'avez dit, et j'ai su aussi quelques questions de nos amis en ligne sur chat. Je pense qu'ici, il nous faut un certain sursaut d'orgueil et un sens de responsabilité collective. Souvent, nous avons tendance à tirer les draps, chacun veut tirer les draps de son côté et parfois d'indexer c'est X, Y.
Mais je crois que comme nation, à l'étape où nous sommes arrivés, il nous faut nous arrêter et repenser les choses. Personne n'est exempt de sa responsabilité dans ce qui se passe. Commençons par les confessions religieuses. C'est comme ça que je vous ai dit, peut-être que c'est le chef des confessions religieuses qui n'a pas permis au processus d'être contrôlé suffisamment. Vous savez, la crédibilité, l'ancrage, la notoriété, la confiance que bénéficient ces confessions religieuses au niveau de l'imaginaire collectif. Et donc, quand ça flotte à ces niveaux, il y a des conséquences logiques. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, ainsi que les compatriotes qui estiment que la responsabilité des confessions religieuses, notamment l'ECC, la SENCO, ainsi que les autres, doit aussi, cette responsabilité doit aussi être engagée. Maintenant, on ne doit pas seulement se limiter à constater cette responsabilité. La question, c'est que faire, parce qu'il s'agit des leçons à tirer. C'est là que je vous rejoins dans les raisonnements pour dire il nous faut repenser beaucoup de choses, que je résume en trois. La première des choses, nous devons nous mettre d'accord sur la requalification du rôle de la société civile. Quel rôle doit-elle jouer, cette société civile, dans les contextes actuels? Est-ce le rôle des dénonciateurs infinis? Est-ce le rôle d'accompagnateur des arrangements politiciens? Est-ce le rôle des sapeurs-pompiers, attendre quand ça brûle pour venir avec des dialogues ou les arrondissements des angles? Ou alors le rôle d'alternative possible? Moi, je ne voudrais pas ici apporter des recettes toutes faites, mais j'estime que cette question doit être mise sur table. Il faut remettre sur tapis cette question après autant d'années. Prenons même depuis 1990. Les églises, notamment, ont joué un grand rôle à l'avènement de la démocratie. La conférence nationale souveraine, les églises ont été, que ce soit l'HRPT, on arrive en 97, même à Saint-Titi, les églises ont été là, récemment avec les dialogues de Saint-Sylvestre. Mais est-ce que nous-mêmes aussi, je le dis parce que c'est déjà des débats que nous nous soulevons à l'interne. Donc, je crois que du côté des confessions religieuses, il y a vraiment nécessité de revenir sur des discussions, de réflexion des fonds pour requalifier notre rôle. La deuxième des choses qui nécessite une réflexion, c'est quel type d'enseignement, d'éducation ou d'éthique devrions-nous promouvoir pour recréer un nouvel Adam Congo? C'est-à-dire, quel type de leader, d'élite intellectuelle et politique il nous faut pour faire face aux enjeux de l'heure? Je ne vous apprends rien. Au-delà de nos questions liées à la géopolitique, nous avons des enjeux géostratégiques, que ce soit au niveau sous-régional, continental et international, qui influencent énormément les jeux politiques à l'intérieur. Alors, il nous faut quand même la qualité des leaders qui ont à la fois une subtilité intellectuelle pour analyser froidement la question, que ce soit sur le plan sécuritaire. Je prends un exemple sur les questions sécuritaires. Nous avons des opinions diverses. Pour les uns, c'est l'option militaire, il faut en finir avec les Rwandais, ce qui n'est pas mauvais, on comprend. Les autres pensent qu'il faut une approche diplomatique. Mais au bout des comptes, que nous allions sur le plan diplomatique ou sur le plan militaire, est-ce que nous intégrons la dimension du vivre ensemble, non seulement comme pays, mais aussi comme État-nation? Parce que, qu'on se le dise, nous ne pouvons pas fuir l'évidence de reconnaître qu'il y a des pays qui sont naturellement voisins avec lesquels nous sommes condamnés à vivre avec. Et nous ne devons pas non plus ignorer que nous ne sommes pas le premier à connaître ce genre de difficultés. L'histoire nous renseigne que d'autres États du monde, d'autres continents ont vécu pire que ça, ont subi la guerre mondiale, mais aujourd'hui, ils ont transcendé et ont reconstruit un nouveau paradigme du vivre ensemble. Pourquoi nous ne poussons pas des réflexions au-delà? Donc, il y a aussi une question de la qualité d'homme politique, de la qualité d'intellectuel, et c'est là que je lance aussi la balle du côté de nos amis de la diaspora, parce que nous étions aussi surpris de voir quand même, ce qui s'est passé à la diaspora. Comme observateur, je ne peux pas émettre un avis, des jugements sur qui a été voté, mais j'ai constaté quand même les attitudes au niveau de la diaspora, surtout avec les candidats Denis Mukwege. J'ai vu les soutiens qui ont été exprimés en amont, j'ai vu les encouragements, mais
sous le feu de l'action, je n'ai pas senti la diaspora l'accompagner suffisamment, alors qu'il a pris des gros risques. Là aussi, ça doit nous interroger. Donc, la question de l'éthique pour une élite politique préparée aux enjeux géopolitiques et géostratégiques se pose aussi avec acuité. Et la troisième des choses, c'est ce que nous voulons de notre nation. Quel est le destin commun auquel nous croyons tous? Donc, il nous faut repenser les mythes fondateurs, il faut repenser les rêves collectifs congolais. Nous n'avons pas de rêves congolais. Conséquence, même celui qui agissait comme société civile ou qui agissait comme opposant, une fois arrivé au pouvoir, nous constatons les mêmes comportements, les mêmes attitudes, et c'est ce qui nous émulie aux yeux du monde. Finalement, nous sortons comme une communauté des irresponsables. Je m'excuse pour le terme. Donc, je pense que de telles réflexions, c'est là que nous saluons l'initiative des COPAX. Il faut aller plus loin, moi j'encourage. Si nous acceptons de nous disponibiliser pour répondre à ces genres d'initiatives, c'est parce que nous estimons que seules les confessions religieuses, ECC, SENCO, ne peuvent pas, si nous ne remettons pas la question dans une configuration collective et que le cerveau collectif soit en action. Donc, voilà comment moi je pense, c'est vraiment les lectures de l'ECC. Et nous sommes en train d'impulser cette réflexion, cette dynamique à l'interne et même au niveau de notre partenariat avec la SENCO et les autres partenaires, notamment vous, pour qu'ensemble, en termes des évaluations de ces processus, nous sachions quelle direction prendre, quelle initiative faire, parce que là, c'est un autre processus qui va commencer. Et le temps est en train de passer. Nous sommes déjà au mois de juin. Tout On à a fait, oui. perdu un semestre. Voilà. On va y arriver. Et il y a une question qui a été posée par Jean Saloumou. Je vais la lire in extenso pour ne pas paraphraser. Je crois que elle va dans la ligne droite de la discussion que nous avions eue avant de lancer ce live. C'est: Bonjour, Révérende Senga, nous aimerions savoir qui véritablement a gagné les élections présidentielles. Si c'est le président Tshisekedi, est-ce que le score fleuve est véridique? Évidemment, ceux qui viennent après, il y a eu des personnes qui ont été indexées comme tricheurs. Ça, c'est un commentaire. Mais beaucoup plus la Ouais. question: est-ce que les résultats qui ont été publiés, vous qui avez été mission d'observation, est-ce que les résultats qui ont été publiés, pour paraphraser, utiliser la phrase de la Benchol en 2019, est-ce que les résultats qui ont été publiés sont conformes à la vérité, à la vérité électorale, à la vérité des urnes sur terrain? Bon, alors, à cette question, je répondrai en deux phases. D'abord, comme technicien. Mhm. Du point de vue technique, la validité ou l'intégrité des résultats repose sur un certain nombre de préalables. Je l'ai dit dans les commentaires, dans la présentation. Par exemple, le préalable est sur la fiabilité du fichier électoral. L'on doit savoir qui ont été réellement électeurs, qui ont réellement voté les jours du scrutin et à quelles conditions. Le deuxième préalable, c'est le préalable sur la cartographie électorale. Où ont été situés les bureaux de vote? Est-ce qu'il y avait des bureaux visibles, invisibles, fictifs ou non? Ça, ce sont le préalable du point de vue technique. Troisième préalable. Quel est le mode admis par la loi? Est-ce électronique ou semi-électronique? Si c'est le mode semi-électronique, quels sont les mécanismes de contrôle interne pour l'intégrité des résultats? Donc, il y a d'abord les résultats issus de la machine, mais il y a aussi les comptages parallèles ou la vérification à partir des centres locaux de compilation. Quatrième élément de vérification. Par quel mode les résultats ont été rendus publics? Que dit la loi? Est-ce la publication par affichage, bureau de vote par bureau de vote, ou par la proclamation des résultats compilés au niveau de la centrale? Notre loi veut que ce soit des résultats affichés bureau par bureau. Cinquième préalable. Quelle est la plage des opérations de vote le jour du scrutin? Notre loi veut que ce soit un seul jour, de 6h à 18h, partout et au même moment. Donc, et peut-être je terminerai par la logistique électorale. Qui est habilité à contrôler les matériels sensibles? C'est la CENI.
Quand nous réunissons tous ces éléments, c'est là où la thèse des irrégularités s'impose. Donc, les irrégularités sont constatées en fonction de l'administration électorale, mais aussi du respect du cadre juridique qui est la loi électorale qui conduit la mécanique électorale. Alors, donc, comme technicien, nous avons dit, il était difficile pour nous d'arriver à la conclusion sur l'intégrité des résultats. Et si vous lisez notre rapport préliminaire qui reconnaissait que l'un des candidats arrivait en premier, les rapports ne se limitaient pas seulement à dire ça, mais aussi à formuler des recommandations. Entre autres, que la CENI clarifie ces éléments auxquels j'ai fait allusion et surtout qu'elle précise combien de bureaux ont réellement fonctionné. Donc, à proprement parler, au-delà de la constatation en termes d'ordre d'arrivée des candidats, et là, c'est sans embâche, selon les résultats de la machine, c'est le candidat Tshisekedi qui est arrivé en premier. Maintenant, une question est de constater l'ordre d'arrivée, une autre est de certifier l'intégrité des résultats. C'est là toute la pertinence. Or, au niveau des certifications de l'intégrité des résultats, c'est plus à notre niveau. Nous, comme mission d'observation électorale, la responsabilité s'arrête là. C'est comme ça que le système ouvre la possibilité à la justice électorale pour que la Cour constitutionnelle qui intervient comme le juge de la sincérité électorale soit saisie de diverses requêtes en contestation des résultats, même pas pour répondre aux requêtes en contestation, mais pour qu'elle se fasse son propre jugement. Parce que c'est la Cour finalement qui prononce les résultats définitifs, sur fond de quels résultats la légitimité des institutions et de leurs animateurs repose. Donc, en droit public, il est question de l'obligation de la preuve de la sincérité. On ne parle pas de l'administration de la preuve comme en droit privé, qui incombe à celui qui allègue les faits, mais en droit public, il s'agit de l'obligation de la preuve pour asseoir les jugements. Parce que la Cour intervient en première et dernière instance, il n'est tenu que par sa confiance, sa moralité et son infaillibilité. Et donc, quand la Cour constitutionnelle intervient, elle bénéficie de la présomption d'infaillibilité dans son juge. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des débats qui dépassent la compétence d'une mission d'observation électorale. Là, je l'ai dit comme qui dirait, je fais une opinion libre. Je prends distance, je fais une opinion libre, mais comme mission d'observation électorale, notre responsabilité s'est limitée à formuler ces recommandations, d'abord à la CENI, et c'est nous qui avions demandé à la CENI d'ouvrir les enquêtes pour établir la responsabilité sur la gestion de la logistique électorale. Par quel mécanisme les machines devraient se retrouver entre le maître des individus? Il ne suffit pas seulement de dénoncer ou de se plaindre, mais il fallait établir des responsabilités assorties des sanctions administratives et judiciaires. Parce que là, soit c'est un détournement, soit c'est un vol, mais la procédure a été quelque peu aussi bâclée. Jusqu'aujourd'hui, la CENI ne nous a jamais dit qui a été dans la composition de la fameuse commission, qu'est-ce qui a été réellement discuté et quelles sont les conclusions y assorties. On a simplement vu une liste des présumés candidats, et je crois que c'est la question. Malheureusement, même ceux qui ont été invalidés Se pour sont retrouvés cause candidats. se sont retrouvés. Alors, vous voyez, toute cette cacophonie remet justement en doute la fiabilité de la procédure suivie et par la CENI et par les institutions judiciaires compétentes. Voilà un Voilà. peu comment je peux répondre à cette question. Il nous reste 14 minutes parce qu'on avait dit qu'on finirait à 13h30 heure de Kinshasa. Il nous reste 14 minutes. Est-ce qu'il y a des questions avant que je ne fasse des relances pour au révérend Senga qui devrait nous quitter, mais est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, mais moi je reviens alors sur la question de la question judiciaire parce que vous avez évoqué le rôle. Ah oui, professeur Jean-Claude.
Oui, moi, je m'excuse. J'ai Allez-y. souligné, j'ai cliqué sur le icône de la main depuis longtemps, Non, mais je ne sais pas, peut-être que ça n'apparaissait pas encore. c'était l'icône de l'applaudissement. C'est ce qui me Oh, faisait, je me disais, est-ce qu'il est en ok. train d'applaudir Non, pour non, non, saluer la présentation, ou est-ce qu'il est j'essayais en train de de lever la main soulever pour la main poser la pour poser la question? question. Bon, Allez-y, euh, professeur. oui, merci beaucoup, Pasteur Eric. Encore une fois, ça fait plusieurs fois que vous ne manquez pas de répondre positivement à l'appel de COPAX. Du fond du cœur, un grand merci. J'ai juste une petite question, deux petites questions, vraiment très brèves. La première question, c'est que vous représentez les CC, vous représentez euh, l'Église, l'une de nos deux plus importantes églises. Plusieurs fois, quand il y a eu dissension entre la Cinco et les ECC d'une part, et les autres confessions religieuses d'autre part, beaucoup d'entre nous se sont sentis un peu révoltés du fait que la Cinco, disons l'Église catholique et protestante, sont des églises de confession religieuse traditionnelles ou historiques chez nous, qui ont un ancrage avéré par rapport à d'autres qui ont été créés dans la vague de la démocratisation sous Mobutu, créés de la manière dont on connaît sous influence politique. Et donc, qu'est-ce que la CENCO et SCC ont pris comme disposition pour rebalancer un peu le poids? Parce qu'au niveau de la CENI, on a constaté que CENCO et SCC avaient le même poids peut-être que la boîte de Denis Lessi, la boîte de Mukuna, ainsi de suite. Et ces deux-là passaient à la télévision pour dire, bon, écoutez, un tel, c'est mon collègue, Mosengo ou je ne sais pas qui en Bongo, c'est un collègue, un tel, c'est mon collègue. Est-ce qu'il y a eu quelque chose au niveau de l'Église catholique et protestante pour s'assurer que votre poids réel au sein de la société soit pris en compte au niveau de la CENI dans le futur? Deuxième question, jusque-là, vous avez parlé un peu plus sur les règles, loi électorale, de propositions de réformes, ainsi de suite. Mais vous n'avez pas touché la question que moi j'estime être l'essentiel, c'est-à-dire à côté de toutes ces règles, des lois, de la Cour suprême, ainsi de suite, la place vraiment de l'homme congolais, l'acteur, qu'il soit politicien, qu'il soit même acteur religieux, quelle est vraiment la place, la responsabilité vraiment de l'homme, du citoyen, du chrétien, parce que tous ces gens-là, acteurs de la fraude, candidats, euh, responsables de confessions religieuses, tous ils sont chrétiens, du moins tous se disent chrétiens. Je ne connais aucun musulman. Vous, comme religieux, quel est l'appel? Quel est le message? Quelle est la façon de nous conscientiser que vous pouvez introduire dans le processus pour que la conscience un peu des acteurs puisse ne fût-ce que fonctionner autrement? Parce qu'à chaque processus électoral, nous évoluons de mal en pire. Je termine là. Merci beaucoup encore une fois. Merci, professeur, et bonjour à vous. Content de vous revoir aussi après beaucoup de temps. C'est toujours un plaisir de partager ces moments de réflexion, hein, avec vous. Je voudrais commencer par la deuxième préoccupation. Je crois l'avoir dit peut-être en passant à la question des Christians, lorsqu'il il a demandé presque dans le même sens, hein. Je comprends que ça préoccupe. C'est vrai que dans toutes les théories des justices, que ce soit la justice constitutionnelle, justice transitionnelle, justice distributive, la substance d'une théorie de justice repose sur la place de l'homme. Et ça, c'est vrai. Et lorsqu'on parle de l'homme, on lie la question à la vérité, on lie la question au bonheur collectif. Et donc, réfléchir à l'avenir du pays, réfléchir état des droits, réfléchir justice sociale, justice, tout ce que vous voulez, sans parler de la place de l'homme serait une analyse incomplète.
et surtout comme Église. Encore une fois, la place de l'homme est centrale dans la christologie. Donc, l'œuvre du salut s'est centralisée sur la personne. Je disais, Christ aussi a dit, l'homme n'a pas été créé pour le sabbat, c'est plutôt le sabbat qui a été formé pour l'homme. Donc, je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est là que je reconnaissais, haut et fort d'ailleurs, qu'il nous revient, nous-mêmes d'abord comme Église, les deux principales églises, à réouvrir les réflexions sur les trois postulats que j'ai évoqués ici. Le rôle de la société civile, en l'occurrence des églises, dans le système et le jeu politique ou dans l'avenir du pays, l'éthique pour créer un nouveau paradigme d'homme, d'État, d'homme de société, et le troisième paradigme, je parlais du rêve collectif. Et c'est au deuxième paradigme où vous soulevez la question, professeur. Humblement, je pense que les églises sont déjà en train de réfléchir. Personne ne peut se dire qu'on a fait assez. Parce que les constats, vous l'avez dit, affectent toutes les couches de notre société. Pas seulement sur le plan politique. Vous êtes professeur vous-même. Allez sur le plan éducatif, l'enseignement, primaire, secondaire, universitaire. C'est catastrophique. Vous allez au niveau des politiques sanitaires, la santé. Vous allez, bref, le système sociopolitique juridique de notre pays est quand même en panne du fait même de la qualité de l'élite intellectuelle, de l'élite religieuse et de l'élite politique. Et donc, il nous faut un certain courage et une humilité collective pour que l'on reconnaisse la pertinence de cette problématique et qu'un travail, un processus soit engagé. En ce qui nous concerne, nous sommes déjà en train de nous mettre sur pied d'action pour que très incessamment, nous commencions quand même avec un programme d'éducation civique. On ne voudra pas le faire comme d'habitude pour ne pas tomber dans la routine, mais un programme d'éducation civique qui viserait justement à la récréation des nouvel Adam en proposant une éthique responsable ou une éthique de responsabilité, une éthique d'action juste pour l'avènement d'un Congolais. C'est vrai, je n'ai pas la prétention ici de sous-tendre que ce travail serait la panacée totale de la problématique qui est interdisciplinaire et transversale à la situation de notre pays. C'est là où nous lançons cette invitation aux uns aux autres, notamment à vous, pour que nous réfléchissions. Il faut élargir les champs d'influence, il faut vraiment beaucoup de moyens, il faut beaucoup de ressources humaines pour faire ce travail, mais c'est aussi un travail à voir dans un horizon raisonnable. Ce n'est pas un travail de faire parce qu'on est à l'approche des élections, c'est ça aussi les dangers, parce que nous avons toujours des réponses conjoncturelles au lieu d'apporter des réponses systémiques. Alors, c'est quand on est à l'approche des élections qu'on commence à se bousculer pour dire éducation civique, on vient donner des rythments, des connaissances sur comment voter, qui voter. Ce n'est pas suffisant par rapport à la profondeur de la crise à laquelle vous faites allusion. Donc, il nous faut vraiment s'asseoir, penser les Congos comme des Congolais en réunissant toutes ces intelligences, dont vous-même, et que nous ayons des activités, des réflexions qui soient désintéressées sur le plan d'orientation politique, mais des réflexions qui pensent à refonder les Congos. Moi, je pense que ça, ce serait un pas important. Donc, cette responsabilité est lourde pour nous tous. On sait que nous concerne, je dis de manière directe et sur un plan stratégique à moyen terme et à court terme. Nous allons commencer bientôt les programmes d'éducation civique. À votre deuxième question, quelles sont les dispositions prises? J'avoue que c'est très complexe, surtout à de les dire maintenant, pour deux raisons. La première, nous n'avons pas encore affranchi le système électoral de toutes ces pesanteurs politiques. Je crois que vous êtes sans ignorer que dans une opinion publique s'invitent des débats sur la révision constitutionnelle. Ça doit attirer notre attention. Le tout dépendra de l'orientation que les animateurs institutionnels vont donner aux réformes. Quel est le ton et l'orientation qu'ils envisagent pour les réformes?
Si ce seraient des réformes substantielles, dans le souci de redresser la pente et de guérir le système, je crois que ce serait déjà un bon départ. Mais si ce serait des réformes juste pour renforcer et maximiser les possibilités de contrôle du pouvoir, c'est quoi que ça nous mettra encore une fois et malheureusement dans une situation de plus de confrontation que de consensus. Et c'est là où nous, comme Église, nous sommes en train de réfléchir et de travailler dans la diplomatie parallèle et dans des plaidoyers pour voir le mécanisme. Je ne sais pas déjà à ce stade vous donner toute la recette, mais nous sommes déjà dans la dynamique, nous y travaillons. Deuxième élément de cela, à proprement parler et en toute élégance, parce que tout le domaine requiert quand même une certaine élégance, en toute élégance, nous estimons que nos frères qui ont eu la charge de proposer les candidats qui a piloté l'équipe sortante de la CENI auraient la simplicité, l'amour et l'élégance, comme je l'ai dit, de reconnaître que, voilà, ce serait quand même le tour de laisser la SENCO de proposer. Si les choses sont faites dans ce sens, ça nous éviterait beaucoup de confrontations. Et comme je dis, ce serait une question d'élégance et d'élévation spirituelle. Donc, si les gens ont encore un sens d'élévation intellectuelle et spirituelle, je crois que nous conviendrons tous à cette évidence qu'ayant proposé les candidats qui a piloté les processus actuels, ce serait naturellement le tour de l'Église protestante et catholique de proposer un candidat, ce qui ferait une alternative raisonnable et consensuelle. Donc, nous sommes en train de vouloir influencer les choses dans ce sens, parce que si nous reprenons encore le nouveau processus sur un ton de confrontation, je pense que les contextes sécuritaires, politiques et sociaux ne vont pas faciliter les choses. Donc, à la fois comme Église, nous voulons vraiment jouer à la sagesse et passer des messages responsables à qui des droits, mais aussi compter à des dynamiques comme celle-ci, parce qu'il faut aussi créer des réseaux, des dynamiques qui peuvent à tout moment contribuer aux résultats escomptés. Voilà un peu comment, je ne sais pas si j'ai rencontré vos préoccupations, mais c'est... Merci, merci beaucoup, révérend. Il est déjà 30. Nous allons atterrir, nous allons faire un dépassement de 5 minutes, mais nous allons atterrir avec vous demandant le mot de la fin, mais un mot de la fin qui va se focaliser sur les recommandations par rapport à ce qui pourra arriver. Vous avez déjà esquissé le fait que bon, s'il y a révision constitutionnelle et que l'environnement politique change, il est possible aussi que même le mécanisme de désignation des membres de la CENI change, la composition des personnes, des institutions, etc. Donc, il y a déjà un gros point d'interrogation qui vient au-devant de nous, qui pourrait avoir un impact considérable sur tout ce qui va arriver dans les 5, 10 prochaines, 15 prochaines années. Donc, c'est déjà ça un grand point d'interrogation. Mais si nous assumons que toutes choses restant égales par ailleurs, que rien ne changera et que nous avons la même situation, quelles sont les recommandations que vous pourrez nous faire comme mot de la fin pour nous éviter les crises à venir en termes de réformes légales, s'il y a des réformes légales à mettre en place, en termes de réformes institutionnelles, s'il y a des réformes institutionnelles à mettre en place, et en termes aussi de rôle, parce que vous l'aviez évoqué à plusieurs reprises, le rôle de la société civile. Vous avez mentionné un rôle simplement de dénonciation, mais un rôle de proposition de solution. Et puis évidemment, le rôle aussi des médias, parce qu'en termes de rôle dans la promotion de la transparence, de la stabilité, etc., quelles sont les recommandations que vous pourrez nous faire qui, de façon générale, doivent nous conduire à un processus pacifique, équitable, transparent et qui reflète vraiment la volonté du peuple? Vous me permettrez, alors je vois, c'est notre bien-aimé Marty qui a Oui, qui avait laissé une posé la question. question aussi. Voilà. S'il y avait En un fait, document qui reprend exactement. les... Voilà. Il y a les rapports définitifs de la MOE ECC 5 qui sera publié le 17. On l'aurait fait le 10, mais pour des raisons d'ordre logistique et surtout que les amis, l'Église et Sœurs catholiques est dans une grande réunion importante. Donc, on a renvoyé cela pour le 17. C'est aussi une invitation que je vous lance. Peut-être même à distance, il faut suivre. Ça sera la publication du rapport final de la mission d'observation électorale. C'est ça notre document de base.
Alors, les recommandations. La première, c'est de demander à COPAX de ne pas baisser le bras et de multiplier ces genres de forums. C'est vrai qu'on a pris quand même des temps de recul. C'est important pour tout le monde. Nous sommes un peu dans une situation d'observation, réflexion, de méditation. Chez nous, nous sommes vraiment en méditation. C'est comme ça que vous ne nous entendez pas. J'ai vu aussi quelqu'un demander, mais même les CC, les SENCO, qu'est-ce qui se passe? Non, nous ne sommes pas absents sur la scène. Nous sommes dans une profonde méditation et nous travaillons au niveau des implémentations, des plans, des agendas. C'est ce que nous faisons et avec certains partenaires, les discussions sont très avancées. C'est comme ça que je me dis, la première recommandation est aussi celle de demander à COPAX de maintenir non seulement l'espace d'échange, mais de remobiliser les troupes. Je sais que les élections ont eu des conséquences directes et indirectes sur plusieurs sphères de la société, notamment même au niveau des COPAX, mais il faut vraiment un rappel des troupes. Il faut remobiliser les uns les autres pour dire l'histoire d'une nation ne s'écrit pas en un seul jour et pas sur une seule page. Toutes ces grandes nations du monde se sont relevées après des temps, après des événements. Nous ne devons pas baisser les bras parce que comme un homme d'église, je dirais, nous gardons l'espérance, Dieu reste fidèle. La deuxième recommandation, nous sommes en train, dans les lots des agendas que nous mettons en place, nous envisageons une grande activité qui serait de nature à créer des réseaux avec la diaspora. Je pense qu'il faut aussi penser à une activité d'identification des intelligences dans le cadre de la récréation de cette nouvelle élite intellectuelle. Il faut quand même que nous ayons une bonne contribution et des ressources au niveau de la diaspora. Donc, si COPAX serait d'avis avec nous, qu'elle s'ouvre à l'ECC, notamment parce que c'est une initiative locale de l'ECC, pour que nous ayons des réseaux, d'échanges d'expériences, d'échanges d'informations, mais aussi et surtout d'identification. Nous voulons avoir une base de données, comme je dis, qui va nous servir d'accompagner une activité qui a été lancée l'année passée par la Commission Justice, Paix, Sauvegarde de la Création, que celle qui s'est nommée d'ailleurs « L'Église s'élève, la nation se relève ». Nous avons l'intention d'élaborer un agenda citoyen qui présenterait un projet de société en termes de contrat social en soulevant les piliers nécessaires à partir desquels la refondation de notre nation serait pensable. Donc, ça, je pense qu'il nous faut des activités dans ce sens-là. Parce que, vous savez, ça nous dérange aussi comme Église tout le temps. Vous ne savez pas donner des opinions libres parce qu'on vous qualifie d'une tendance, soit de l'opposition, soit du pouvoir. Alors que nous sommes, l'intellectuel, c'est là qu'il doit jouer son jeu et assumer son rôle. Le rôle d'intellectuel, c'est dissiper les malentendus, c'est de briser l'obstacle de l'obscurantisme en proposant des vérités qui soient des lumières suffisantes, capables de reconstruire le vivre ensemble, mais aussi le rêve collectif. Donc, je pense que ça sera très important. C'est maintenant que l'intellectuel congolais doit quand même prendre ses responsabilités. Troisième recommandation, c'est de mobiliser davantage les citoyens à l'appropriation du processus électoral. Et là, nous devons commencer par les évaluations, comme on les fait avec vous, des peints de tableaux avec plusieurs grilles d'analyse. Là où nous avons parlé, peut-être les temps étaient limités, mais il faut qu'on aille plus loin et en toute humilité que chaque parti reconnaisse sa responsabilité, sans vouloir se tirer les uns contre les autres, les uns sur les autres, mais plutôt qu'on dise à ces stades quelles leçons à tirer et quelles perspectives à proposer. Donc ça, je crois qu'un travail d'appropriation nationale serait important pour impliquer déjà les citoyens dans la masse silencieuse au processus électoral. Quatrième proposition ou recommandation, ça c'est à nous, que vous nous teniez aussi à l'œil. Vous avez l'obligation morale et patriotique de surveiller le travail que nous faisons comme des églises. Surtout, savoir qu'à un moment, les églises ont aussi besoin de vous pour qu'ensemble, comme l'a dit les professeurs, nous arrivions à remporter la première bataille de mettre en place un système de réformes rationnelles, mais aussi une mission d'observation électorale consensuelle et qui va aider à la poursuite du
processus électoral. Pour la dernière recommandation, je crois que l'ECC l'a dit au terme du comité exécutif national de février, il nous faut des espaces de dialogue. Nous continuons à pousser sur ça. Il faut pousser que les politiques séparent. Politiques, y compris la société civile. Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon. Vous avez vu ce qui se passe au Sénégal. Peu importe l'issue d'un processus électoral, les élections ne sont pas une fin en soi. X ou Y peut être proclamé parce qu'on peut devenir président par coup d'État, on peut devenir président par tout ce que vous voulez. Le plus important, c'est l'avenir du pays. Nous continuons à faire passer ce message. Il nous faut un dialogue au niveau politique pour que nous voyions tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, la sécurité, la stabilité politique, l'économie ou la stabilité macroéconomique pour l'avenir du pays. Et c'est des questions essentielles qui devraient faire l'objet de grandes discussions en tant que patriotes. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais je pense que si nous partons de ces postulats de départ, ça peut nous permettre d'approfondir d'autres éléments de réflexion. Merci beaucoup, Révérend, pour ces recommandations, ces mots de sagesse et merci pour votre disponibilité à participer à ce webinaire et à ces échanges. Je remercie aussi tous les participants à ce webinaire. J'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup plus d'interventions et qu'il y ait beaucoup plus de commentaires. Mais bon, je crois que c'est parce que c'est samedi, les gens sont un peu fatigués, il y a une longue semaine, les gens se reposent. Mais quand même, je remercie ceux qui sont restés, qui ont commencé, qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Je remercie le COPAX pour cette initiative et nous espérons que nous aurons encore d'autres initiatives comme ça avec d'autres acteurs pour échanger sur le processus électoral. Mais au-delà du processus électoral, comme le dit le révérend, c'est beaucoup plus échanger sur l'avenir de ce pays, comprendre quels sont les défis que sont les nôtres, quel est le rôle que COPAX devra jouer à l'avenir et que ce ne soit pas un rôle conjoncturel, mais un rôle systémique qui pense le problème sur le long terme. Nous avons des défis à venir, nous avons un potentiel, une potentielle révision de la Constitution qui doit arriver. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Comment aborder ce débat? Comment aborder ce défi-là? Comment aborder ce challenge? Quelles sont les solutions à mettre sur la place? Qu'est-ce qu'il faut mobiliser? Comment mobiliser, etc. Toutes ces thématiques-là devront faire partie de la réflexion que COPAX devra mener dans l'avenir, notamment sur l'avenir du pays, notamment aussi sur le rôle des intellectuels, etc., des éléments que le révérend Senga a mis sur la table. Révérend, je vous remercie. Je ne vous prendrai pas beaucoup de votre temps. Bon week-end à vous à Kinshasa. Et à tous les participants, je vous remercie aussi pour votre présence et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire qui sera communiqué sur les différents canaux de communication du COPAX. Au revoir et bon week-end à vous. Au revoir. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir.